Et bonjour à toutes et à tous, nouvelle interview pour Des Moi Tout, cette fois-ci en compagnie de Yukiko. Eh bien, bonjour Yukiko. Et salut. Bah écoute, on va commencer cet entretien. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter tout d'abord à nos invités, à nos, Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr, bien sûr. Donc moi, Yukiko, j'ai la trentaine, voilà, ça fait plusieurs années que je fais du jeu de rôle. Et en fait, ce qui est intéressant surtout, c'est qu'est-ce que je fais dans le jeu de rôle? Bah, je fais pas que jouer ni me jeter. Je crée du jeu de rôle, j'anime du jeu de rôle, j'anime des tables rondes, j'ai pu animer des ateliers aussi et j'ai pu tenir, voilà, des conférences à droite à gauche sans être non plus, la plus populaire, voilà. Ouais, est-ce que tu peux nous dire d'autres, est-ce que tu as des activités en ce moment, d'ailleurs? J'ai pas d'activité, pas de grosses activités actuellement. Actuellement, je me repose surtout. Mais sinon, ouais, j'ai quelques projets, ici et là qui sont dans les cartons, qui attendent que je prenne du temps pour avancer dessus et cetera. Je pense qu'on va en C'est comme parler, tout, il on va faut en parler ensemble, je pense. ouais, ça va être un des sujets effectivement. Mais voilà, ouais, quelques projets ici et là. Eh bah, super, Donc voilà. ouais. Bah, écoute, première question. Donc on va pas parler de campagne cette fois-ci, de campagne de jeu de rôle, mais on va parler du jeu de rôle quand même. Donc première question, Yukiko, qu'est-ce que le jeu de rôle t'a apporté de positif et de négatif? C'est une vaste question. On va essayer On va essayer d'y d'y répondre ensemble, répondre ouais, mais surtout toi. de manière concise, c'est ça. Alors, de manière positive, hein, commençons toujours par le positif, c'est, énormément de choses puisqu'en fait ça m'a maintenu dans une sociabilité et cetera. Ça m'a permis de parler avec énormément de monde. Un des gros avantages que je trouve au jeu de rôle aujourd'hui, par exemple, c'est, de pouvoir discuter en anglais. Moi personnellement, ça m'a beaucoup amélioré mon anglais. Aujourd'hui, même je commence, de plus en plus à discuter donc, à l'oral avec des Anglais sur des thématiques autour du jeu de rôle et ça m'a permis de rencontrer énormément de gens et de continuer à faire de la politique, à militer en fait à travers le jeu de rôle, puisque le jeu de rôle permet d'aborder énormément de sujets de la société en fait. Voilà, donc ça va être sur les points positifs. Sur les points négatifs, hem, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des points, négatifs? Oui, en fait, en soi, il y a des points négatifs dans le sens où c'est juste que, bah, ça a permis aussi de se confronter avec des gens qui avaient pas forcément les mêmes idées, d'avoir des galères et cetera. Hem Et puis de voir que c'était encore très difficile en francophonie, mais je pense que même chez les anglophones, hein, de pouvoir vivre du jeu de rôle, au sens large. Je vais rebondir sur tes 2 réponses. Tout d'abord la 1re. Est-ce que tu passes par des canaux de diffusion précis anglophones pour, enfin, comment a été ton cheminement en fait pour améliorer justement ce côté, voilà, je commence à parler un peu plus anglais, je commence à m'intéresser aussi à peut-être d'autres communautés hors que la communauté francophone. Ouais, bah, le cheminement, il a commencé il y a déjà ça un petit moment maintenant. Ça a été sur Google+, qui était le réseau social, de Google à l'époque et où il y avait une communauté en fait rôliste qui était en grande majorité anglophone, mais il y avait énormément aussi de francophones dessus. Moi, ça m'a permis en fait de connaître vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui vraiment le jeu indé, du jeu de rôle, avant qu'on ait, itch.io et cetera, enfin tout ce qui est site aujourd'hui de vente de PDF, où on a beaucoup de jeux indés, dessus et c'est par là en fait que j'ai commencé et ensuite, de fil en aiguille, j'ai pu rencontrer des gens et après comme les réseaux ont évolué, je suis passé sur Twitter, je suis passé sur Discord, qui sont aujourd'hui les 2 grosses sources, en fait, où j'interagis avec des gens. D'ailleurs, Twitter, c'est pareil, hein, c'est un truc qui a évolué parce que,
Bah, là, de plus en plus, je vais me diriger vers Bluesky ou des alternatives. Je sais qu'il y a Mastodon aussi, mais que j'avais pas forcément plus, donné du temps dessus et en fait, en majorité, ça va être Discord, hein. Au final, ça revient sur, des communautés autour de thématiques de mouvance, que ce soit le School Renaissance, le New School Renaissance, le FKR, donc Freikirchspiel, Révolution et cetera, qui sont des mouvements qui viennent, bah, de l'OSR et qui en ont découlé, en fait, hein. C'est des différentes mouvances, des différentes, cultures de jeu et voilà, je pense qu'on en aura l'occasion là d'en parler ici. Et est-ce que tu sentais que c'était un besoin d'évolution de ta pratique du jeu de rôle ou est-ce que, enfin, est-ce que tu l'as vécu comme ça ou Ouais, pas du tout en fait? C'était peut-être un intéressement vers le jeu indé ouais, qui partait dans cette direction ou? ouais, c'est ça, en fait, c'est un peu, on va dire que dans la francophonie, je me suis pas senti limité, mais on peut pas dire qu'en francophonie, en fait, on traite de tous les sujets, de manière très large et cetera et on a nos game designers, on a nos jeux et cetera et très vite, effectivement, c'est beaucoup plus simple de trouver plus de monde, qui parle, en fait, en anglais, qui vont parler de beaucoup plus de sujets, diversifiés et donc oui, dans un sens, c'est une évolution, on va dire, classique, et ça permet de parler, en fait, à plus de monde. Ça permet de parler à un plus grand public. Et est-ce que tu es tombé un peu, enfin je veux dire le mot mode, mais c'est peut-être un peu gros, la mode du homebrew, du fait maison, qu'a instauré un peu Reddit, tout ça, le Reddit anglophone, ou est-ce que toi ça te parle pas du tout, tu cherchais plus vraiment l'indépendance dans le jeu de rôle? Alors ouais, je vois ce que tu parles, effectivement, ça découle pas mal de Donj, en fait et bah, au final, le mouvement qu'a créé, Donj, quelles que soient ses éditions avec les règles maison et cetera, ça a toujours créé, en fait, les third, editors qui, bah, en fait, sont des gens qui créent des contenus et qui donc sont compatibles 5e et cetera, mais en fait, c'est finalement proche du mouvement OSR. Moi, effectivement, c'est pas forcément les règles maison ou les Reddit et autres. D'ailleurs, Reddit, j'y suis un petit peu, mais c'est pas non plus le réseau sur lequel je traîne le plus. Hem Et en fait, non, ça va être vraiment l'indé au sens très, très large et du fait de voir des thématiques, comme je disais tout à l'heure, un peu politiques et autres, mais surtout très diversifiées et qui incluent, bah, des personnes qui, elles, sont pas forcément incluses dans dans l'industrie du jeu. Je parle de personnes, trans, je peux parler aussi de personnes, ben, queer, en fait, en général, ou personnes racisées, en fait, qui vont, pouvoir beaucoup plus largement publier, être reconnues et cetera et avoir des jeux et c'est pas, ce qui est drôle, c'est que c'est pas forcément, des petits jeux dans le sens où on se l'attend en format fanzine. D'ailleurs, le fanzine, le fait maison, en fait, c'est quelque chose qui revient beaucoup à la mode. Mais oui, c'est plus vers ça, en fait, que je vais me diriger parce que mécaniquement, je trouve que c'est beaucoup plus riche et en vrai, même dans les règles maison, qu'on peut retrouver, que ce soit pour les DND, et autres jeux génériques, il y a des chouettes idées, en fait et c'est là où on trouve la richesse, en termes de game design. Ok, donc ouais, c'est ouais, plus une question pour une question de se trouver quelque chose qui nous ressemble en fait, qui t'a amené vers tout ça en fait. Mmh. Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, ouais. Bah, je vais passer à ta réponse sur le côté négatif de la pratique du jeu de rôle. Est-ce que tu sens qu'il y a une grosse différence, comme tu le sous-entendais peut-être à demi-mot, entre la communauté francophone et peut-être la communauté anglophone internationale au sens large, ou est-ce que tu sens qu'il y a encore quand même des murs à faire tomber ou des choses comme ça? Ouais, il y a en fait une je sais pas si en vrai, j'ai je on va dire, je suis pas quelqu'un qui est très porté sur les chiffres, mais, je sais pas s'il y a vraiment eu des chiffres, des études qui ont été faites sur le sujet, hein, parce que bon, le milieu du jeu de rôle, ça reste une niche.
mais de mon vécu et de mon point de vue, de créatrice et de créatrice, en fait, voilà, d'utilisatrice même du médium. En francophonie, je trouve que donc on a un terreau très, très riche, dans l'indé, mais en vrai, ça fait des années qu'on n'a plus eu de grosses, grosses créations, hem, qui se sont, démarquées alors qu'on a des énormes jeux, hein. On a eu Ambre, dans les années 2000 qui était, dans les premiers jeux sans dés, sans enfin très, très freeform et cetera. On a eu, bah, tout ce qui était, Zero Games, et cetera qui, je crois que ça s'appelle comme ça, mais c'était, Bitume, et cetera. Enfin voilà, c'est, Crocs qui avait fait ça à l'époque et donc ce côté punk, ce côté, punk mais qui se voit édité donc quand même, dans des gros formats et cetera. On l'a un peu perdu, j'ai l'impression et au-delà de l'édition, en France, ouais, on reste quand même beaucoup sur des jeux, heu, acquis, mais Heu, ça, je pense que c'est aussi du fait de la taille de la francophonie, enfin francophonie, j'englobe, toutes les personnes qui parlent française, donc c'est-à-dire que ça va au-delà de la France. Mais pour parler plus spécifiquement de la France, j'ai l'impression qu'on reste un peu trop encore contraint sur des grosses productions, faites par les éditeurs. Mais est-ce que proportionnellement, bah, pareil aux États-Unis ou autres, en fait, eux là-bas, c'est Donjons& et Dragons quand on parle de jeux de rôle. Ils ont les conves Donj et cetera. Et même si, ces derniers temps, le dragon est en train de doucement se casser la gueule, et ben, il y a pas non plus des milliards et des milliards d'autres créatrices qui arrivent à sortir des trucs, quoi. Donc, en vrai, oui, je pense qu'il y a une différence, mais est-ce qu'elle se tient parce qu'il y a une différence de population en termes de nombre? Ou est-ce que c'est de la consommation et les gens si, une des affirmations que je peux te faire, c'est que pour moi, en France, on est encore beaucoup trop réticent au numérique, envers les, virtual tabletop, VTT donc et etc. Et donc qui sont très frileux. En tout cas, les éditeurs, éditrices sont assez frileuses parce que soit pas les connaissances, pas le budget pour, enfin voilà, il faut que ça rentre petit à petit. Mais je trouve que ça s'est fait, très tardivement. Bah, tu as donné plein de pistes de réflexion, c'est bien. Moi, je dirais quand même qu'il y a une différence. Enfin, je vais parler d'un exemple un peu bizarre pour certains, mais sur YouTube, quand tu fais du jeu de rôle, que tu le postes en ligne, si tu fais pas du Donjon et Dragon, de l'appel de Cthulhu, bah, les gens ne regardent pas en fait. Sauf si t'es vraiment un gros streamer ou t'es un gros influenceur, voilà quoi. Et je trouve qu'en francophonie, c'est ça le plus gros problème, je trouve. On Mmh. s'intéresse pas assez à ce qui se fait ailleurs, enfin, ce qui se fait ailleurs des grosses licences, entre guillemets, que ce soit des éditeurs Mmh. français ou anglophones, hein. Et c'est bien dommage, je trouve. Parce qu'il y en a très peu qui diffusent du jeu de rôle indépendant sur YouTube, qui en font des parties en tout cas filmées ou pas, ou juste enregistrées. Et alors qu'aux États-Unis ou dans les pays anglophones, je trouve qu'il y a un vivier un peu plus profond, je trouve, je dirais. Si tu Mmh. creuses, même sans forcément trop creuser, tu vas Ouais, tomber sur des jeux de rôle un peu plus. une fois de plus, ouais, je sais pas si c'est, une question de nombre ou si c'est une question de culture de jeu. Ce qui est sûr, c'est on en parlera, je pense, tout à l'heure aussi de GN, même si on va pas, on va ici parler une branche de GN particulier. Je pense que c'est pas une culture de jeu, similaire et au final, on essaye de reprendre que ce qui va être, un gros banger, quoi. Donc c'est-à-dire, voilà, du Donj de Cthulhu, comme tu dis, tu as des gros trucs, des vampires aussi, vampires qui est très apprécié ici en France. Et ben, effectivement, on aura beaucoup, beaucoup moins, de jeux indés, qui ont ou en tout cas la visibilité, sera encore, moindre et la publicité autour va être encore plus réduite, quoi. Bah, j'ai un exemple en tête qui est peut-être pas le plus pertinent, mais je trouve que je sais pas si tu connais Hit the Reich, le jeu de rôle. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, tu vois, c'était vraiment le Mmh jeu mh. de rôle qui était vraiment hype sur le moment. Bah, alors moi, j'en pense pas forcément du bien parce que je l'ai testé, mais c'est pas le problème. Mais aucun éditeur français s'est dit, bah tiens, je vais l'éditer, enfin je vais le traduire et puis je vais l'éditer pour le public français, quoi.
Alors que ça a été un raz-de-marée partout, quoi. Ouais, 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 bah, c'était un moi je l'ai aussi, hein. J'ai même la version, bah, du coup, Virtual Tabletop, qui a été fait Mm. sur Alchemy avec, des fonds animés et cetera, enfin où, tu super cool, hein. D'ailleurs, je pas encore testé. Je lui connais les reproches, hein, qu'on lui fait d'être trop mécanique, d'être, voilà, un peu trop, bah, c'est prévu dans l'ombre pour faire du one shot. Et je vois ce que tu veux dire et de plus en plus, malgré tout, on a des éditeurs qui se prêtent au jeu à éditer des trucs pas très connus, qui sont, bah, voilà, très, donc Kids the Reich pour moi, c'est pas tombé, enfin, ça tombe pas du tout dans l'OSR ou autre, mais qui vont être de l'indé et il y en a de plus en plus. Mais effectivement, on remarque que c'est pas la grande majorité et il y a toujours une certaine timidité sur la publicité qui est faite autour et cetera. Enfin, par exemple, la France est connue pour ne pas être un public d'OSR alors qu'on a eu, DCC, qui a été fait et je me souviens plus du 2e, Old bateau, School mais Renaissance. Essential, ouais, pardon. c'est old sch ouais, Essential, ouais, c'est ça, OSE, qui ont bien marché de ce que j'ai compris quand même. Hem Et donc du coup, c'est est-ce que ça marche pas parce qu'on leur fait pas de pub? Ou est-ce que ça marche pas parce qu'il y a pas le public? Tu vois, c'est une fois de plus la question Bah, de ouais, je reprendrai un qui fait quoi, exemple. quoi? Il y a eu un Kickstarter il y a 2 ans pour le jeu de rôle de Monteco Games All Gods of Appalachia. Mmh. Je sais pas si tu avais suivi un petit peu. Oui, 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 j'ai suivi, Bah, mais le je crois qu'il va Kickstarter, en être gros, édité en a français, là? cassé la baraque. Ouais, il y a eu je sais plus combien Mmh mh. de contributeurs. Bah, BBE a décidé de traduire le jeu. Je te parie que le jeu va pas se vendre. Ou alors vraiment avec une Il y a des grosse grandes chances. com. Tu vois. Ouais, il y a des grandes chances qu'ils se vendent pas plus que ça, à moins qu'effectivement il y ait une, com, importante et c'est là où pour moi, en parlant d'industrie de jeux de rôle plus large, je pense qu'on a du retard en France. Hem, France francophonie possiblement, hein, parce qu'on n'a pas du tout cette culture de, vendre le produit aujourd'hui à l'heure du digital. Je vois de plus en plus d'éditeurs, genre Black Book, je sais qu'ils font des TikTok maintenant. Je vois quand même de plus en plus d'efforts qui sont faits dans ce sens-là. Mais est-ce que c'est pas un peu tard? Est-ce que, c'est fait, est-ce que c'est bien fait et cetera? Enfin voilà. Pour moi, c'est des questions qui, voilà, qui ont été, posées et qui restent posées aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu tardif aujourd'hui de commencer seulement alors que, il faudrait, des gens super calés sur le sujet? Voilà. Bah, disons ouais, on va t'opposer le côté, bah, aux États-Unis, tu peux en vivre du jeu de rôle et peut-être pas en France. Mmh. Tu vois, Ouais, bien la sûr, ouais. différence Mmh mh, mmh. d'industrie n'est peut-être pas la même. Ouais. Après, je dirais pas que c'est une excuse, mais on peut le comprendre. Mais je trouve que de pas pousser le JDR autre que de grandes licences, c'est un frein, en tout cas, au médium. Mmh, ouais, ouais, ouais. Et comme tu dis, ne pas pousser le digital, c'est une plus grande erreur encore, à mon sens. Mais bon, c'est. Ouais, ouais, ouais et pour conclure un peu sur la question, pour ma part, ça va être aussi de pas pousser donc au digital, mais aussi un deuxième point sur lequel, et ben, il y a eu des preuves que ça fonctionnait, hein. C'est Agathe qui a traduit Dragon, donc ça reste du Donjon Dragon, en anglais et ça a été un des gros, gros, gros Kickstarter aux États-Unis aussi. Donc du coup, la question c'est est-ce qu'on commencerait pas aussi de plus en plus à traduire en anglais les jeux, français? Et est-ce que c'est pas la réponse à cette question, justement, de Ouais, c'est faire le ça. trajet inverse? Mais je sais pas. Mmh mh, mmh. Ce serait l'objet d'un gros débat, ça. Mmh mh, mmh. Mais ouais, est-ce que tu vois peut-être encore, pour continuer un peu dans ce sens-là, est-ce que tu vois autre chose que la communauté francophone, alors je dis pas fait de mal, mais peut-être que devrait s'inspirer ou proposer, qui vient d'autres Ouais, communautés quels sont de les jeux de rôle? quels sont les points d'amélioration qui seraient chouettes de voir plus, chez nos confrères? Exactement, Bah, ouais. en vrai, en fait, on a des enfin voilà, pour fréquenter les communautés indé aussi francophones, on a des super gens, enfin, qui font vraiment des chouettes,
des chouettes choses et qui ont déjà des formats, parce que ça a aussi passé par le format. Moi, je parlais tout à l'heure de format numérique, donc on a le HTML, hein. En fait, faire une page en HTML, CSS, plutôt simple, plutôt épuré, c'est très bien aussi pour vendre la base d'un jeu, pour le rendre accessible aussi. Mais ça peut être aussi, bah, des autres en fait, proposer autre chose que des livres, format, A4, couverture, rigide avec le papier glacé et cetera. Parce qu'on traverse une crise du papier, immense et on se retrouve avec une augmentation du prix des livres, très grande, très grande et donc du coup, peut-être, voilà, commencer à penser à des formats réellement numériques, pas forcément le PDF, parce que pour moi le PDF c'est pas une vraie réponse en fait au numérique. C'était bien, c'était un pansement, mais c'est un pansement sur une hémorragie quoi. Heu et et donc aussi penser à d'autres formats en physique, je parle, que ce soit des pamphlets, que ce soit des zines en fait, qui permettent de pouvoir produire plus. Mais ça après voilà, c'est compliqué parce que quand les éditeurs de jeux de rôle, veulent publier des jeux et c'est la grande majorité, hein, que ce soit là, cette fois-ci en francophonie ou, chez les anglophones, c'est des livres qu'ils impriment avant tout et donc du coup, bah, c'est une industrie du livre et cetera, quoi. Donc passer d'un format livre, standardisé qu'on peut connaître, que ce soit le A4 ou A5 ou un truc qui s'importe de plus en plus maintenant, c'est le format, comics, heu et ben, ouais, c'est pas facile. C'est pas facile, je pense. Il y aura des changements, il y aura des choses à faire, de mon point de vue et de moi ce que j'en vois. Mais, je sais pas exactement, dans quel ordre ça devrait être fait, comment et cetera. En tout cas, voilà, diversifier, peut-être, voilà, résumer ça, vraiment diversifier les professions. Ouais, est-ce que tu penses pas déjà peut-être réserver le côté livre physique peut-être qu'aux versions collector entre guillemets ou juste pour des financements? Ça peut pas être déjà Mmh, être une ça bonne peut être, piste en tout cas d'amélioration. Parce que là, ouais, on veut à tout prix te ouais, vendre le puis livre on au détriment du PDF mmh parfois, et ce forcing du physique en fait, des fois, bah, c'est un peu too much quoi. bah, c'est ça, moi je comprends qu'aujourd'hui on ait une culture française qui soit vraiment très portée autour du livre et dans un sens, on a des lois qui protègent par exemple le prix du livre, qui est bien, le prix unique et tout ça. Maintenant effectivement, je pense que l'idée de faire genre le bouquin collector ou pendant le Kickstarter et cetera, est une bonne chose. Mais pour moi, de plus en plus, effectivement, comme tu l'es ici, il faudrait pas que ce soit le produit principal. Oui, bah, puis bah, après, ouais, c'est pour moi de réserver le côté physique à une version collector. Tu payes un supplément pour avoir ce côté physique, je trouve que c'est pas déconnant. Et quand tu vois certains financements Mmh. participatifs où le PDF, bah c'est. Alors des fois on te le rajoute parce que ça a gueulé, tu vois. Mais sinon, jamais de la vie, l'éditeur aurait pensé à mettre un PDF, quoi, en palier de base, quoi. Tu vois, un truc à 15 euros, 20 euros grand max, quoi. De plus en plus. De De plus en plus en plus, plus, ça mais se souvent fait. parce que ça C'est gueule quand pas tous même. les Ouais. éditeurs. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, justement, je continue à parler de culture de jeu, mais en fait de culture aussi, enfin de juste de consommation, de comment on consomme le produit et de plus en plus, il y a des gens, ils achètent, enfin ils ont leur vieille tablette là qu'ils avaient laissée de côté pendant, 7 ans. Ils font: «Ah en fait c'est pratique quand même pour lire mes PDF», voire ils achètent des tablettes, spécialement pour lire du PDF et ils font: «Ah, c'est quand même pratique». Donc du coup, il y a vraiment un regain vers le PDF en France, qui se dit, de plus en plus de consommatrices de ça et pendant très, très longtemps, il y a des gros éditeurs qui, quand ils fournissaient un PDF, c'était un PDF qui était même pas, avec des liens actifs, enfin des hyperliens quoi. Donc du coup, quand on va parler de tooltip, et autres, pour des mots clés, bon, on n'en est pas là, quoi. Ouais, c'est dommage, faudrait ouais, vraiment qu'il se penche dessus, je trouve. Mais bon. Je suis d'accord. Bah écoute, on va peut-être en garder un peu sous le coude pour la question encore d'après.
Parce qu'on a pas mal répondu à la question qui va venir après, mais on va passer un peu justement côté GN du coup. Comment est-ce que toi tu as peut-être découvert le GN et comment bah, justement vu ton actualité tu vas influencer sur le GN à ta façon. Alors le GN, moi j'ai découvert ça, j'étais assez jeune, j'étais pas encore majeur d'ailleurs, mais mon premier GN, j'étais pas majeur et c'était du GN en physique, voilà. Aujourd'hui là, j'aimerais vous parler du GN en virtuel. Moi j'ai découvert voilà, le GN en physique avec, les fameuses épées en mousse, les costumes et cetera. J'en fais encore aujourd'hui, même si ça se gentrifie de plus en plus et donc on a des tarifs en termes des places qui deviennent très, très, très chers pour une qualité qui n'a pas augmenté. Heu et le gène, c'est pas que de la baston et donc du coup, il y a énormément de social, il y a énormément, de gènes qui permettent de vivre des émotions très fortes, d'avoir ces notions, bah, qui viennent, hein, du gène, nordique en particulier, mais qui viennent du gène globalement, le bleed, donc le fait que, nos émotions, aillent vers le personnage et le personnage enfin les émotions du personnage viennent vers nous et cetera, ce bleed in, bleed out. Hem et donc c'est dans ces choses-là, voilà, moi j'ai évolué pas mal aussi à côté en faisant du jeu de rôle, plus de jeux de rôle parce que, bah, c'est moins cher et aujourd'hui, et bien, j'ai rencontré, voilà, ma compagne actuelle et qui, m'a fait découvrir le GN virtuel dont moi je connaissais déjà des formats de GN virtuel. C'est-à-dire que, un des premiers GN virtuels que j'ai pas joué mais que je connais, c'est, Viewscreen, qui est un jeu d'ailleurs, qui a été créé avant même le Covid, hein. Ça se jouait d'ailleurs sur Google+, qui était, un jeu qui se jouait avec la caméra et on joue des survivants d'un vaisseau, qui a, je trouve, voilà, on joue les survivants d'un vaisseau heu, avec donc du coup, bah, le vaisseau et en fait on a une espèce d'overlay qui se met sur la caméra. Hem et on doit, en fait, on joue comme si nous, on était dans notre pièce du vaisseau et les autres pareil et il y a tout un déroulement, qui se fait, quoi. Donc c'est du GN, quoi. On joue notre personnage physiquement et cetera. Et est-ce que toi le côté cadre justement du grandeur nature, parce qu'on l'a pas précisé d'ailleurs au début, donc du Oui, jeu oui, de rôle ça, grandeur GN, qu'est-ce que ça nature, veut dire? voilà, Ouais, ouais. c'est ça. Est-ce que toi, le cadre qu'on doit imposer, c'est quelque chose qui peut brider la liberté de roleplay ou c'est peut-être une aide? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Justement, toi qui fais du GN Hem, virtuel, du coup. ouais, qu'est-ce que tu entends par, brider, enfin, le cadre et cetera? Qu'est-ce qui te Bah, est-ce que tu penses pas quelle est que la le GN impose par lui-même un cadre? Est-ce que ce cadre n'est pas, enfin, ne doit pas brise pas limiter? le RP, entre guillemets, quoi? Ah, Peut-être briser, c'est peut-être un bien gros mot, encore une fois, mais. tu veux dire, tout le monde ne peut pas jouer tous les rôles, en GN? Exactement, exactement, ouais. Alors, il y a plusieurs écoles, hein, dans le GN et cetera. Hem, il y a plusieurs, voilà, mouvances et autres. Il y a des gens, ils vont te dire, «Non, non, il faut que tu aies la bonne taille, il faut que tu aies la bonne corpulence». Heu, pour moi, aujourd'hui, le GN, de la manière dont je le joue et dans la manière que je le vis, c'est un lieu où tu peux, enfin, tu peux faire de la performance, quoi. Donc c'est-à-dire que, déjà les questions de genre dans le GN sont genre juste géniales parce que il y a énormément de gens, qui vont comme c'est des lieux de plus en plus, où des gens vont se sentir, à l'aise avec, les gens qui les entourent. Il va y avoir, donc du coup, des gens qui vont changer de genre, donc qui vont se genrer au féminin ou se genrer au masculin ou non binaires et cetera et ça va leur permettre dans ce GN de pouvoir explorer ça et après tout ce qui est question d'éloquence, de combat, d'handicap, physique et autres et ben écoute, de plus en plus, moi je vois justement des choses qui sont faites dans le sens où on essaye d'inclure un maximum de personnes. Maintenant, je connais aussi, hein, des personnes en situation de handicap, qui sont en fauteuil roulant par exemple
et en fait, ils sont conscients, en fait, de pas pouvoir, par exemple, être, des gros combattants et c'est OK, tu vois? Hem, je pense qu'on peut pas demander aux organisateurs de tous les GN, de forcément prévoir, des mécaniques de jeu qui puissent inclure tous les handicaps possibles. C'est très compliqué et au-delà du handicap, alors oui, tu as beau, une personne peut-être qui est pas sportif, fantasmer sur le fait de dire: «Je vais être un hyper bon combattant». Il y a des règles, qui permettent de rebalancer ça un petit peu avec, ce qu'on appelle les annonces. Donc en fait, c'est des pouvoirs que tu vas, des techniques que tu vas dire haut et fort, genre, des armes, et cetera. Ça permet de rebalancer et cetera et une fois de plus, en fait, est-ce qu'on est dans une, culture où on cherche à gagner ou est-ce qu'on cherche à raconter une belle histoire? Et une fois de plus, tu as des gens qui sont là vraiment pour taper sur les autres et gagner et cetera et avoir, un espèce de wargame, taille, réelle. Il y en a, hein, Big et autres qui sont vraiment des wargames où tu peux foutre à terre les gens. Et en fait, tu as des GN aussi. Tu vas pouvoir faire en sorte que tous les physiques, toutes les corpulences et autres vont se valoir parce que on va faire en sorte que, tout le monde va pouvoir chercher du fun dedans, tu vois? Et ça va aller au-delà des règles. Ça va aller dans le comportement du jeu, des gens et cetera, de comment ils jouent et c'est plus quelque chose que je vais chercher d'ailleurs, que de forcément, gagner. Et pour le social, bah, c'est pareil. On a ce qu'on va appeler les métatechniques en fait, qu'on a en jeu de rôle aussi, hein, qui vont nous permettre et c'est même pas mal vu par exemple, au-delà d'être une technique, de parler à la troisième personne en fait. Il y a des moments, ton personnage a beau être un hyper stratège et cetera, tu l'es pas forcément toi, mais dire à la troisième personne, quand c'est même, un grand groupe, ça peut être, voilà, de sortir, je vous parle de grandes techniques et cetera et en fait, c'est à quel point les gens vont réussir ou non à pouvoir s'immerger dedans. Voilà. Donc c'est qu'une question d'accepter, c'est qu'une question aussi de comment tu te projettes dans le gène. Est-ce que tu as envie d'être vraiment dans une espèce d'immersion complète à te dire, que le physique compte plus que ce que tu vas pouvoir ressentir et cetera et cetera. Et est-ce que pour toi, tu sens une grande différence entre le gène physique et le gène virtuel? Ou est-ce qu'au contraire, c'est totalement pareil? C'est la même essence ou tu vois une certaine différence quand même? Forcément, Ah organisation, bah, je pense que c'est différent, mais ouais, ouais, ouais. Il va y avoir des différences parce qu'en fait, le GN virtuel et le GN, physique ont comment dire? Ce qui va le changer le plus en virtuel, hem, c'est que ça va être la configuration de comment les gens vont interagir et ça, bah, ça déjà, ça change énormément de choses, quoi. Donc là, moi, je parlais de Viewscream, qui était par, caméra. Moi, le GN virtuel, auquel je fais l'organisation, c'est un GN vampire, la mascarade, qui va se passer donc, par Discord et en fait, qui va se passer en grande majorité par texte écrit et au final, la partie où on va se parler en oral, en vocal en tout cas avec, les joueurs, ah ça va se rapprocher, enfin ça va être des parties de jeux de rôle, quoi. Mais sauf qu'on fait en sorte d'avoir pas des règles simplifiées, mais on va essayer d'aller au cœur des choses. Moi, personnellement, j'ai toujours une approche beaucoup plus narratif et donc c'est pas mettre de côté non plus le système, mais c'est, pas avoir non plus 36 000 jets de dés et cetera. Ça va être l'histoire en premier, er chercher ça et donc c'est vrai que chaque GN virtuel a ses particularités. Tu as des GN virtuels où le but, c'est de chasser un fantôme, dans ton Discord. Et les manières d'interagir, il me semble que ça va être avec des emojis, donc à travers les messages des gens et donc tu vois, une fois de plus, c'est encore différent, quoi.
Ah oui, bah tu m'apprends quelque chose, tu vois. Je savais pas qu'on pouvait faire ça avec des emojis, mais c'est super intéressant comme concept. Ouais, faudrait que je te retrouve le nom. Je crois que c'est en anglais, ça va être mon Discord à un fantôme ou un truc comme ça. Faudrait que je te retrouve ça, mais c'est dans ce sens-là, ouais. Comme quoi, le gène virtuel est beaucoup plus inventif, entre guillemets, enfin, il peut utiliser plusieurs médiums, plusieurs plateformes pour augmenter justement son inventivité comparé aux grandeurs nature traditionnelles, on va dire. C'est Bah, intéressant, je trouve. ouais, en fait, c'est ça, c'est que dans le GN, on a aussi la scène indé, on a divers mouvements, etc. Ils sont très très créatifs sur énormément de choses. Mais effectivement, le virtuel, c'est pas qu'il va être plus créatif, c'est que du coup, il va devoir trouver d'autres moyens de faire ce que fait le physique, voire de faire différemment des choses, et donc du coup de s'adapter. Et donc c'est une nouvelle manière de faire du GN, et il y aura toujours des rapports entre les deux, hein. Il y a une racine commune, mais du coup, ouais, c'est une nouvelle manière de faire du GN. Parce que donc, je sais que donc tu dis que pour toi, ton gène, vous passez d'abord par l'écrit, et ensuite vous allez Mmh. faire une partie traditionnelle, entre guillemets, de jeu de rôle. Après, pourquoi pas pousser le concept plus loin et vous réunir, entre guillemets, peut-être plus tard et tout. Tu peux vraiment. Tu peux jouer sur plusieurs tableaux et enfin, Ouais, bah, c'est ça ça, peut hein. être sans fin, Il en y a fait, quoi. Tu peux des tellement il y a ouais, dérouler il y a la des chose que. Pardon, vas-y, il je y t'ai a des coupé, GN excuse-moi. en fait, il y a pas de souci. Il y a des GN, comme, donc, Vampire la Mascarade, avec la Camarilla française qui donc eux, on dit que c'est du semi-GN parce qu'ils ont pas de contact physique. Moi je rentre ça complètement dans le GN, mais bon, c'est un autre débat. Eux, par exemple, effectivement, ils ont énormément d'échanges par écrit entre les séances parce qu'en fait, ils font tous les mois, ils se réunissent dans un bar, dans un local, etc. Tous les mois, en fait, ils vont se réunir et ils vont échanger par message entre eux tous les mois, tu vois. Et donc, c'est là où tu retrouves ce que tu dis. Nous, l'idée, c'est que le gène virtuel que je connais aujourd'hui de par ma compagne est né durant le Covid, d'un besoin, du coup, de refaire un peu des grandes sessions avec plein de monde, etc. Et en fait, c'est né de les vampires ne peuvent pas sortir de chez eux, et donc du coup, toujours trouver des excuses pour dire que c'est bien un vampire ou sa goule ou un humain payé, contrôlé, etc., qui est derrière l'ordinateur. Et donc, quand tu interagis derrière l'ordinateur, c'est toi, ton personnage, en fait, qui le fait. Et quand on se réunit en physique, on se le fait en vocal, en fait. Donc, c'était ça vraiment la base. Et est-ce que tu peux nous le présenter un peu plus intensément, ton gène, ou est-ce que tout n'est. Ouais, bien sûr, bien Ouais, sûr. vas-y, je t'en prie. Euh, alors, disclaimer, on va dire un peu, parce que la communauté de GN français de vampires, elle est pas si grande que ça. Moi, je suis pas, enfin, j'ai jamais encore pratiqué en tant que joueuse, par exemple, dans l'un d'entre eux. Et donc, du coup, forcément, j'ai des biais et ça sera pas forcément exactement comme tout le monde le voit. Voilà, je préfère prévenir. Donc moi, le gène de comment on espère avec ma compagne avec qui on organise le faire, c'est on aura un site internet qui permettra d'avoir toutes les informations des personnages, toutes les informations du lore en fait du jeu, de manière assez simplifiée pour justement permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder. Et ensuite, la seconde partie qui est assez importante, c'est passer par un VTT, Foundry, qui permet en fait d'avoir une carte interactive. Donc ici, ça sera la ville de Séoul et de centrer le jeu vraiment autour des guerres de coterie qui vont se battre pour avoir de plus en plus de territoire et contrôler la ville à terme. Donc l'idée, c'est que ça s'étend sur plusieurs semaines. C'est avec des heures fixes et ça sera tous les 2 soirs. Pour l'instant, c'était ce qu'on avait fixé.
Et mécaniquement, donc du coup, on va se centrer principalement sur laisser en autonomie les joueurs au maximum, puisque nous, on est 2 orgas pour 25-26 joueurs. Donc l'idée, c'est que eux puissent en autonomie régler la grande majorité de leurs intrigues. Que nous, on puisse pas devoir en fait intervenir tout le temps sur plein de sujets qui sont pas forcément pertinents ou qui font pas forcément avancer l'intrigue, etc. Avec une approche qu'on retrouve dans les PBTA, donc Apocalypse World, Monster of the Week, etc., avec des fronts. Et en fait, nous, en fait, on fait avancer ces trames. C'est aux joueurs de s'investir dans ces trames, de faire en sorte qu'elles avancent ou elles soient freinées parce que c'est des intérêts qui ne leur servent pas. Et donc, en grande majorité, avoir beaucoup de choses qui, à mon sens, va se rapprocher du jeu coop solo, où tu vas développer toi ton histoire de ton personnage et en coopération avec ta coterie. Défendre donc du coup vos territoires avec des actions qui ici, bah, en fait, ça va se rapprocher d'une gestion de territoire comme on pourrait avoir sur un jeu de plateau. Mais ici, en fait, on essaye de faire en sorte que les mécaniques soient la plus simple possible. euh, Parce que c'est un public aussi qui demande à avoir des mécaniques. On pourrait complètement être en freeform et pas gérer ça forcément avec autant de mécaniques. C'est aussi une demande, hein. Donc, quand on organise, il faut aussi s'adapter au public qu'il y a. Et donc, tourner autour des attaques de territoire, et de la chasse, puisque dans la dernière version de Vampire, il y a énormément d'enjeux autour du sang. Le sang influence beaucoup l'humeur de son personnage. Si vous nourrissez, donc c'est plus seulement la drogue, mais c'est si vous nous nourrissez sur des personnes qui sont mélancoliques ou en colère, ou en fait qui ont des émotions très fortes. Donc c'est pas tout le monde non plus, mais c'est pour rendre en fait comme un mini-jeu intéressant le fait que quand vous allez chasser, au-delà de potentiellement attirer des regards et des menaces, euh, ça soit que le personnage ait des ressentis différents par rapport à ça. Donc tout ça en fait c'est prendre des mécaniques du jeu de rôle, essayer de les simplifier, voir comment on peut les automatiser pour faire en sorte que les gens aient le moins de choses à faire en termes de calcul de leur côté ou autre, enfin ou de sollicitation, je veux dire, par les orgas. Et donc de faire en sorte voilà, qu'ils soient en autonomie le plus possible. Et pour moi, on va être vraiment à mi-chemin entre du forum RP, maintenant c'est plus, on dit plus du RP textuel, et le fait que, de temps en temps, effectivement, quand il y a des grosses actions, quand il y a des choses importantes qui se passent, on va être sur du jeu de rôle sur table, sur des parties de 2 heures et demie, hem et du jeu de rôle, comme je disais, solo, ou coop, parce qu'on joue à plusieurs et cetera. On développe notre histoire à plusieurs. Voilà, si j'arrive à un peu à résumer le tout, c'est comme Non, ça que non, c'est j'aimerais que tout à c'est comme fait ça qu'on clair, aimerait hein. Mm. qu'on aimerait faire ça. Moi, j'ai une question parce que ça m'intéresse. Je connais un tout petit peu Vampire, j'ai joué vraiment pas longtemps. Mais comment Mmh. tu vas inclure le côté joueur contre joueur et aussi au niveau des pouvoirs? Est-ce que tu vas enlever ce côté-là? Est-ce que tu vas le diluer? Comment tu vas gérer un peu ce côté-là? Qui du Bah, coup est beaucoup plus alors accentué avec, comme tu disais, tu as une moyenne à peu près de 25 joueuses en fait. Donc, ouais, 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 c'est ça. Et ben, écoute, les pouvoirs, en tout cas, voilà, sur ça, sur les pouvoirs, bah, ils ont leurs fiches, ils ont, leurs pouvoirs, leurs coups et cetera. Hem, Grosso modo, c'est on incite les joueurs à, faire en sorte que leurs actions ne partent pas dans des conflits PVP s'ils ne le souhaitent pas, pour éviter qu'on ait à arbitrer ça. Maintenant, de mon point de vue et en fait, une fois de plus, c'est un point de vue de personne qui a pas vu forcément encore, de gènes organisés. Ma chérie a pu en organiser seule, jusqu'à 40 personnes même.
Et c'était plutôt compliqué parce qu'en fait, énormément de gens ont besoin d'avoir une arbitre, même si c'est pas nécessaire, pour faire des combats. Moi, à mon sens, maintenant, il faut de plus en plus leur apprendre via, bah, en fait, des ateliers, via, des notes et autres, via une discussion ouverte avec eux. Je leur expliquer que quand vous vous battez, bah, à un moment donné, vous avez tous les 2 votre fiche, vous pouvez le faire, en fait. On n'a pas besoin d'arbitre, dans le sens où, bah, heu, si vous comprenez bien les enjeux et cetera, il n'y a aucun intérêt à tricher. Et si, vous pensez que voilà, passer par, on va dire, une phase physique, vous vous battez et cetera, utilisez les règles et il y aura pas besoin de quelqu'un, quoi. Pour ce qui est du PVP plus large, parce que là, on parle vraiment que d'un affrontement de 2 personnes, mais le PVP plus large, ça peut être social, ça peut être, toutes ces questions-là. Nous, on a voulu un setting qui mette en avant donc dans qui mettent en avant les coteries. Et donc dans Vampire, en fait, les coteries, c'est des groupes de vampires, qui normalement, découlent des différentes sectes. Donc les sectes, on va avoir la Camarilla, le Sabbat et les Anarques, qui ont différents avis politiques, pour les vampires, qui ont, voilà, différentes visions de qui sont les vampires, comment ils évoluent et cetera. Nous, en fait, comme c'est Séoul, il y a pas forcément une présence très grande des vampires. Il y a d'autres vampires, en fait, qu'on appelle les Jiangshi, enfin non, c'est plus Jiangshi. Oh mon Dieu, j'ai dit une bêtise. Hem, en fait, un autre type de vampire qui se trouve là-bas et qui, nous, dans le scénario, ils vont jouer une force, en fait, politique, sur place. Mais ça va pas être ceux qui vont être le plus présents. Donc ce qu'on a fait, c'est que les coteries ne sont plus influencées par les grandes sectes, donc le Sabbat, Camarilla, et cetera. Et on leur fait comprendre que Séoul, c'est un peu une ville d'exil. Et donc, que leur coterie, c'est les gens sur lesquels ils doivent le plus compter. Hors jeu et en jeu, on met tout en place pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de trahison dans les coteries. Vampire est connu pour être un jeu très PVP à ce sens-là, où les gens vont se mettre des couteaux dans le dos, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils ne se trahissent pas sur la coterie. Là, ils vont pouvoir peut-être plus se trahir. C'est quand on va mettre d'autres mouvements politiques dedans, et cetera, en interne, où ils vont pouvoir peut-être un peu plus, se taper dessus à ce niveau-là. Et même au-delà de là, ce que je décris, ça va être juste entre coteries. Et ça, de quelle manière on va le traiter? Ben, une fois de plus, ça va passer par, des ateliers, ça va passer par, de la vision qu'on a du jeu, et cetera, et de faire comprendre aux gens que ça sert à rien d'essayer de faire mal la joueuse, joueur, en face, mais de faire ça plus comme du catch et donc de se mettre d'accord sur comment emmener de l'histoire, du drame, heu et des belles actions, plus que juste en fait, être toxique entre soi et en et emmener des scènes qui sont pas plaisantes en fait pour l'une ou l'autre, quoi. Et donc tu dis que ton gène du coup se base beaucoup sur les coteries, mais est-ce que tu vas inclure tout ce qui est, justement Camarilla, Anarque, Sabbat ou, ça va rester plutôt, coterie en fait? Et on s'intéresse pas vraiment à la politique, fondamentale de Vampire? Ouais, en fait, le truc, c'est que tous les gens qui viennent donc dans cet Eldorado un peu des vampires laissés pour compte, qui ne sont pas forcément ce qu'on va appeler après dans les détails les caïtifs et autres, donc qui sont des sans-clans. En fait, ouais, on fait le parti pris de laisser de côté les grandes sectes et de dire, ben, en fait, vous venez de ces sectes, mais vous avez été rejetés, à un moment donné dans votre vie. D'ailleurs, les personnages, on va essayer de faire un truc, pareil, proche des PBTA, et autres, jeux dans cette mouvance-là, comme les Blade in the Dark, entre autres, qui vont être des personnages semi-écrits. C'est-à-dire qu'on va vraiment laisser une ligne directrice forte sur le personnage,
et il va y avoir énormément de choix pour créer le personnage et se l'approprier, et cetera. Et donc pour, les gens qui peuvent connaître ça, ça va être comme des livrets en fait, hein, de PBTA, et cetera. Et donc, on va être forcément sur des personnages très archétypés et très, dirigés vers quelque chose. Maintenant, en fait, de la manière dont vous allez le jouer et de la manière dont vous allez, le coécrire, ça va permettre d'un côté de garder le personnage centré sur les thématiques qu'on cherche et de l'autre côté, vous, de vous l'approprier. Et est-ce que tu as prévu quelque chose pour un peu garder trace du roleplay de tes joueuses en fait pendant l'événement? Ou est-ce que tu comptes peut-être retranscrire, faire un résumé synthétique de votre aventure, ou tu veux que ce soit que vous viviez le moment en fait et après vous passez un peu à autre chose? Ouais, je pense que ça sera, pas forcément enregistré ou il y aurait des archives. En fait, je pense que ça va rester dans la mémoire des gens et je sais qu'il y a énormément de joueurs qui aiment, retranscrire ça via, bah, justement des nouvelles qu'ils écrivent, et cetera, quoi. Et c'est une très belle manière de faire ça. Parce que je t'avoue que moi ça m'intéresse de suivre un peu les événements quand même. Mais après, oui, je peux comprendre que tu laisses ça un peu vivre sa vie de son côté, quoi. Après, peut-être l'occasion plus tard d'en reparler, faire un post-mortem, comme on a dans le jeu vidéo, dire: «Bon, bah, voilà ce qui a marché, voilà ce qui a pas marché, qu'est-ce que, qu'est-ce qui serait bien pour, on va dire des prochains opus?» Et cetera. Et tu comptes faire une suite, ou est-ce que tu travailles déjà peut-être à autre chose dans un autre univers, ou est-ce que tu veux peut-être rester sur du vampire, peut-être inclure la Grande Inquisition, les choses comme ça? Hem Et ben, ouais, déjà finir ce projet, en tout cas sur le du côté de GN virtuel, qui est un énorme chantier. Heu, Surtout qu'on n'a pas toujours le temps de pouvoir s'y consacrer. Là, ça va faire bientôt un an qu'on a commencé à lancer la machine et donc déjà lancer ce projet, enfin lancer, déjà, ouais, conclure ce projet, faire en sorte qu'il se passe et ça sera bien. Et après à côté de ça, moi j'ai d'autres projets, de jeux de rôle sur lesquels je travaille de temps en temps. Oui, je crois on en a évoqué un avant qu'on se parle. Si c'est celui auquel je pense, Oui. mais je peux me tromper. Ouais, ouais, avant Ok, ouais, qu'on mette les micros, exactement. exactement, ouais. En off, comme on dit. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton organisation de GN, ou est-ce que tu penses que tu as tout dit? Ouais, je pense qu'on en a déjà bien parlé, hein. Ouais, et il y a peut-être une adresse pour suivre l'événement, pour le retrouver? Je sais pas, je sais que tu posts sur les réseaux sociaux, un peu les avancées du projet. Ouais, bah, effectivement, vous pouvez, suivre les avancées sur Twitter, quand j'aurai remis, bah, d'ailleurs là, je devrais tenir des playtests, d'ici peu de temps. Voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, hein, n'hésitez pas à mettre ça, en commentaire, à répondre en fait sous le post, que j'ai épinglé sur Twitter. S'il y en a qui sont intéressés, voilà, hein. C'est pas des choses révolutionnaires non plus, mais en fait, si vous voulez, je cherche à voir si mécaniquement, bah, déjà ça se passe bien, s'il y a des choses, intéressantes et cetera, quoi, donc ça sert à ça, faire des playtests aussi. Bah, c'est une bonne chose, ouais. Bah, écoutez, allez suivre Yukiko sur ses réseaux. Voilà, je les mettrai en description avec ton autorisation, bien entendu, pour Ouais, suivre un peu absolument. l'avancée du projet. Bah écoute, on va passer à la question qui va demander du temps, je pense. Parce que c'est comment le média, la pratique jeu de rôle doit évoluer selon toi? Mmh. Cette question, on a déjà quand même bien parlé. On a un petit peu, en effet, Heu, évoqué le sujet, ouais. ouais, 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 ouais. Grande question. Non, en vrai, j'ai déjà mes angles d'attaque, hein. Moi, j'ai déjà, on va dire, mes chevaux de bataille, de savoir comment est-ce que, de ma vision, j'aimerais que ça évolue. J'en parlais tout à l'heure, en fait, le format, virtuel, le format, via les VTT et via,
via en fait plus de jeux, mais qui soient directement faits pour du virtuel. Je m'explique. Aujourd'hui, on a donc des livres, on a les PDF qui sont communs. Enfin voilà, qui ont été maintenant acceptés depuis très, très longtemps. Enfin, le livre, on n'en doute pas, mais le PDF, ça a été accepté depuis très longtemps. Maintenant, même en France, hein, on a des PDF avec des hyperliens qui envoient aux pages, etc. Donc c'est très pratique. Ça permet voilà, de pouvoir naviguer quand même beaucoup plus facilement. Je sais par exemple qu'il y a des indés en France, je crois, qui avaient essayé de faire un format webtoon pour leur jeu de rôle. C'était assez drôle parce que du coup, le webtoon, pour ceux qui ne voient pas forcément ce que c'est, donc les manhwas, et donc c'est un format pour téléphone portable. Et donc on scrolle vers le bas, mais en fait la maquette fait en sorte que ça soit lié ça c'est du sens en fait qu'on scrolle, etc., que les informations soient lisibles comme ça, qu'on n'ait pas à zoomer, etc. Et pour faire un parallèle en fait avec le web, c'est drôle parce qu'en fait, ça fait un petit moment que dans le web, quand on crée un site, par exemple, on demande à ce que le site, la première chose que tu dois faire, c'est qu'elle soit compatible avec tous les écrans. Et le premier écran sur lequel tu fais en général ton visuel, c'est un téléphone portable. Maintenant, voilà, hein, moi je l'avoue par exemple parce que je fais du dev, mais c'est vraiment de l'apprentissage, de l'autodidacte, etc. Le site que je fais pour Vampire, par exemple, n'est pas du tout compatible à ce jour en téléphone, peut-être un jour, hein. Mais là, pour du jeu de rôle, bah, c'est un petit peu un truc que je lui reprocherais dans le sens où, ouais, ça serait peut-être temps de commencer à faire des formats qui s'adaptent à tout. Donc, c'est-à-dire pas que aux tablettes, c'est pas qu'un écran d'ordinateur, quoi. Qui s'adapte réellement à un téléphone portable, etc. Je sais que DriveThru RPG a eu des formats téléphone sur quelques-uns enfin moi j'avais trouvé là-bas, pardon, j'avais pu se trouver là-bas des quelques jeux qui avaient ce format, mais c'était pas une majorité du tout. C'était vraiment une minorité d'ailleurs. Et donc du coup avoir plus ce format-là. Et sinon, bah, le format web, ce dont je parlais tout à l'heure. Donc les gens vont connaître de manière plus large D&D Beyond. Et moi, ce qui m'avait frappé le moment où j'avais connu D&D Beyond et qu'aujourd'hui on retrouve sur d'autres plateformes comme Nexus par exemple, c'est pas pour rien qu'on retrouve ça sur Nexus, c'est parce que Nexus a été créé par un ancien dev de D&D Beyond. Et donc ce qu'on va retrouver, c'est un format donc web pour le PDF. On va avoir notre texte principal au centre de notre page ou sur la droite. Et en fait, sur un des deux côtés, on va retrouver en fait les chapitres. On va retrouver le chapitrage. Ça déjà, ça permet une facilité dans la lecture d'un document de manière très simple et d'accessibilité parce que il y a deux choses en fait le web permet aujourd'hui. C'est l'accessibilité pour les personnes malvoyantes. Ça permet de lire le texte, ça permet de grossir les caractères, ça permet de changer la police si on veut. Euh, Ça permet, alors, dans une certaine mesure, parce que c'est vraiment pas encore à jour, enfin, c'est vraiment pas au point, de traduire automatiquement les documents, puisque, bah, alors sur Firefox, moi j'utilise principalement, mais je pense que sur d'autres navigateurs, ça y est déjà aussi, de pouvoir traduire des pages. Donc, c'est une traduction qui est loin d'être bonne, mais ça permet donc du coup d'avoir déjà une première traduction qui, bon, bah voilà, quand on se débrouille pas super en anglais, où on a des passages qui sont difficiles à lire et à comprendre, ça permet de les comprendre déjà dans un premier temps. La seconde chose qui, moi, comme je disais, pour revenir sur D&D Beyond, qui m'avait frappé et qui on retrouve, comme je disais là sur Nexus, c'est ce qui s'appelle des tooltips. Les tooltips, en fait, c'est quand je passe ma souris sur un mot qui est un hyperlien, en fait, ça va pas m'ouvrir une autre page ou autre. Ça va juste, dans un premier temps, ouvrir une pop-up qui est pas une fenêtre indépendante, en fait, qui est juste accrochée au mot.
et avec, alors, là, c'est en fait, c'est vraiment du style, hein, c'est avec une ombre ou sans ombre ou autre, mais déjà juste un bref résumé des règles. Donc ça peut être un monstre, ça peut être un mot de vocabulaire, et cetera, et en fait, quand on clique dessus, eh bien, soit ça nous ouvre une nouvelle page, soit moi, ce que j'ai vu récemment sur Nexus, ça va vous ouvrir sur le côté droit d'ailleurs, en fait, la page. Voilà. Donc, ça va vous permettre de garder votre page sur laquelle vous êtes, et ça permet d'ouvrir un second, une espèce d'onglet, sur le côté, et qui vous permet d'avoir l'information complète. Voilà. Et enfin, pour redonner la parole, ça va être, le VTT pour moi a un grand avenir, maintenant qu'il commence à se stabiliser, maintenant qu'il commence à savoir où est-ce qu'il veut aller, et cetera, qu'est-ce qu'il veut proposer, et pour moi, le VTT gagnera définitivement ses lettres de noblesse, et il le fait de plus en plus, en proposant une expérience différente du jeu de rôle physique. Tu pourrais développer sur ce point-là ou... Je peux. Ouais, je t'en prie, vas-y. Ce que j'entends par là, en fait, c'est que le jeu de rôle physique aujourd'hui, heu, est à mon sens une pratique différente du jeu de rôle virtuel. Le jeu de rôle physique, on est à table, traditionnellement, on a, une facilitatrice, un meneur de jeu, meneuse et autres, derrière son paravent, avec, 4-5 personnes autour d'une table, avec, souvent de la nourriture. Ça, c'est très français d'ailleurs, manger à table, hein, enfin manger pendant qu'on joue, c'est très français. Manger, et puis avoir les fiches, devant soi, et parfois, donc du coup, puisqu'on a en fait, on a énormément quand même de gens, bah, on le sait, hein, qui jouent à Donj, entre autres, mais pas que, Pathfinder, et cetera, et c'est des jeux qui nécessitent par exemple des figurines. Voilà. Enfin, bon, en tout cas, grandement encouragé d'avoir des confrontations tactiques, et c'est vrai que pour se représenter, dans l'espace, c'est pas plus mal des fois d'avoir des figurines, ou en tout cas des petits pions, ou une battle map sur lequel, enfin une toile cirée en fait, sur laquelle on dessine, et on représente les différentes personnes. Ça, c'est, à mon sens, l'image très, très traditionnelle du jeu de rôle que beaucoup de gens, vivent. Hem Et il y a plein d'autres choses qui peuvent être faites, hein. Il y a peut être le fait de rajouter un peu de musique en physique, il peut y avoir de la lumière, de pouvoir, gérer la lumière, et cetera, et un truc qu'on voit de plus en plus, c'est une télé apparaître au milieu de la table, et donc c'est là où, il y a des VTT qui permettent, de plus en plus à faire cette aide assistance en fait, avec le numérique à table, avec les tablettes pour les fiches ou le portable, et cetera, et cetera. Et au niveau du virtuel, pour moi, ce qui fait que ça se détache de plus en plus, c'est le fait que le support propose autre chose que justement faire une mimique, faire ouais, être un mimique en fait du jeu de rôle en physique, c'est-à-dire proposer uniquement des battle maps, avoir des règles très centrées, autour de donges, et donc proposer en priorité ça. Après, c'est une réalité dans le sens où il y a énormément de joueurs, et puis, monétairement, c'est ce qui rapporte aussi, hein. Hem Mais de plus en plus, le jeu de rôle virtuel propose, autre chose que juste des battle maps virtuels. Voilà. Heu, donc, par exemple, Alchemy dont je parlais pour, Hit the Reich, lui, son parti pris, c'est de vous proposer une manière de jouer qu'on a, c'est le théâtre de l'esprit, via en fait un fond animé, et donc en fait le fond animé, c'est un fond qui va vous mettre dans l'ambiance, et cetera, avec, une gestion de la musique un peu plus poussée, ou en tout cas qui se veut plus lisse, plus automatisée à ce niveau-là, donc moins, que le MJ, la MJ, ait à gérer ça. Et donc pour moi, ça va passer entre autres par ça, c'est-à-dire que ça va passer par commencer, comme quand on tu parlais tout à l'heure, hein,
commencer, je pense, à utiliser les outils virtuels de plus en plus et de plus en plus poussés. Certains médisants, pour moi, enfin, à mon sens, c'est assez médisant de dire ça, mais c'est: «Oui, mais on se rapprocherait du jeu vidéo». Bah, dans un sens, et alors? Et alors, si on pique aux jeux vidéo les meilleures choses? Enfin, je veux dire, où est le mal, quoi? Si on continue à, raconter des histoires, si on continue à créer des choses et cetera. J'en ai pas parlé là durant le GN virtuel par exemple, parce que c'est pour moi c'est encore tout un autre sujet, mais le GN, virtuel qui peut se passer sur les GTA RP, les WoW, et tout autre MMO et cetera ou jeux massivement multijoueurs, voire de plus en plus j'entends parler aussi des looters, enfin des extracteurs shooters qui ont pareil, des communautés RP de plus en plus. Ah ouais, il faut être enfin faut vous dire que, c'est aussi ça le jeu de rôle, c'est aussi ça le GN. C'est pas que, heu, autour d'une table avec des gens à parler et cetera. C'est diverses formes, diverses choses et voilà et pour moi, ouais, le GN virtuel, enfin le GN, le jeu de rôle virtuel même, avec le VTT gagnera à s'émanciper en fait, de la forme physique. Et est-ce que tu penses qu'il va réussir ou est-ce qu'il y a encore un sacré chemin à parcourir Il est en bonne voie. Je sais pas s'il y a un sacré chemin, je la vie est telle enfin, la vie du jeu de rôle est tellement étonnante et surprenante, tous les jours, qu'on ne peut pas prévoir quand est-ce que ça va encore plus exploser, on va dire, de manière positive, hein, pour tout le monde. Je prends un exemple, le jeu de rôle, solo, avant le covid, c'était quasi inexistant, voire les gens, étaient en mode, «Ouais, non, je sais pas trop». Maintenant, de plus en plus de jeux, genre, Le Seigneur des Anneaux, là, le One Ring propose un mode solo, coop. Il y a énormément enfin, voilà, c'est une chose qui arrive de plus en plus et il y a des jeux, qui comme, Alice is Missing qui a été traduit d'ailleurs en français et c'est marrant, ça a été traduit par une boîte, qui fait plutôt du jeu de plateau à la base, et ben, Alice is Missing a eu sa version, tout d'abord bot, pour Discord, avec, tout un Discord autour et aujourd'hui, ils ont une version web complète. Voilà, donc vous pouvez aller, sur un site internet, quand vous avez acheté la version virtuelle et cetera, elle vous permet d'avoir cette version et en fait, ça vous permet de jouer à Alice is Missing, donc qui est un jeu à la base déjà particulier puisque ça se joue via, téléphone, en s'échangeant des messages instantanés avec un timer et des cartes et donc ici, bah, on peut jouer via, un site web qui est prévu pour avec, plein de fonctionnalités qui ne seraient pas aussi poussées si c'était pas un site web, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y aura un jour un D&D solo, mais c'est qui vient vraiment de Wizard of the Coast ou parce que Ah peut-être, hein. Si, d'ici 4-5 ans, peut-être que si, Wizard, on va dire, est plus forcément sous le contrôle de Hasbro, ils ont retrouvé leur indépendance, je ne sais pas. Peut-être qu'ils referont des trucs, comme ça. Mais il y a des chances, qu'à un moment donné, enfin moi je ne serais pas surprise que ça explose en fait, hein, que ça explose, que même Donjons& Dragons, fasse du solo. Je sais qu'il y a des influenceurs de D&D qui ont poussé dans ce sens-là à présenter des façons de jouer tout seul à Donjons& et Dragons. Pour les gens qui n'ont pas forcément, l'énergie, le temps, tout ça de jouer à plusieurs. parce qu'en France, tu peux me corriger si je me trompe, mais je vois aucun éditeur se dire déjà d'une part faire juste du jeu solo, faire un jeu de rôle solo, ou alors d'inclure Heu, un mode solo dans leur jeu de rôle enfin, qui viennent de ouais, sortir en bah, fait. ouais, ouais, en fait, il y a eu One Ring, comme là j'en parlais tout à l'heure, qui a été traduit en français. Il me semble bien, si je ne dis pas de bêtises, tu me files le doute. Mais par contre, je sais qu'il y a eu Colosse, c'est plus Colosse exactement, mais c'est, Arkane Studio qui l'a traduit et lui par contre c'est du jeu de rôle solo.
Tu as aussi la loutre rôliste qui a traduit et qui, je sais, est en train enfin, où le Kickstarter a dû passer. Vampire, c'est quoi? C'était Vampire millénaire? C'est ça? Je crois que c'est 1000 ans vampire, un truc comme ça là, le carnet de vampire, de 1000 ans, qui a été traduit en français, où on joue un vampire en fait et à travers, des mécaniques, de jeu de rôle solo, on va faire évoluer son vampire. Et je sais qu'ils en ont fait un Kickstarter sur un nouveau jeu où on joue une divinité, de type, égyptienne. Voilà. Oui, mais tu vois, ça reste de la traduction. Enfin, je veux dire, dans la création française, je vois pas, à l'heure actuelle en tout cas, des éditeurs proposer du À jeu de part dans rôle les solo, quoi. Ouais, à part dans les indés, Oui, effectivement, voilà, sûrement les il indés, y en a ouais. pas, ouais. Mm. Mmh mh. Oui, oui, non, qu'on s'entende, au niveau des gros éditeurs, effectivement, Ou même déjà, comme tu disais, personne de ne fait sortir c'est, un jeu de rôle solo, enfin un mode solo pour leur jeu de rôle, quoi, tu vois. mmh. Oui, oui, c'est vrai, ouais. Mais une fois de plus, hein, où est la créa française dans les, après, je me suis moins intéressé, mais peut-être, Mm. qu'Aria, de Fibre Tigre a proposé ça. C'est vrai que c'est J'avoue pas que je c'est ne un sais pas contenu du qui tout. C'est possible, mais... c'est pas un contenu qui m'intéresse, mais je peut-être, je sais pas. Et tu penses aussi que le média jeu de rôle peut évoluer grâce à l'inclusivité? Bah, Ouais, ce qui est sûr, c'est que, si le jeu aujourd'hui, on le laisse entre des mains, heu, de personnes qui ne sont pas pour l'inclusif, ça réduira forcément le nombre de personnes qui s'intéressera au jeu de rôle. Pour moi, aujourd'hui, il y a une vraie lutte, qui se fait même dans le jeu de rôle, de pouvoir mettre de manière plus inclusive donc et plus représentative. Quand on voit, après c'est sûr, hein, enfin, quand on voit les shitstorms que les gens peuvent se prendre sur Twitter et autres, ou même en commentaire YouTube, ou dans les Kickstarter, mais ça, c'est compliqué parce que c'est les plus brillants. Est-ce que c'est les plus représentatifs? Heu, pour moi, non. Mais du coup, c'est des personnes qui vont être très critiques à dire: «Voilà, le médium devient de plus en plus woke», alors que, bah, ils comprennent pas vraiment ce que ça veut dire non plus, ce mot. Hem, je sais que Black Book, par exemple, utilise de plus en plus le terme «meneuse» pour parler de ces jeux quand ils publient des livres. On a, des éditeurs comme les Lapins Marteaux qui ont utilisé le féminin pour joueuses, meneuses et cetera. Et il y a des levées de boucliers, mais bon, est-ce qu'en fait, on a vraiment envie de laisser la place à des gens, réac, heu, problématiques, heu, dans la scène du jeu de rôle globalement? Bah, à mon sens, moi, j'ai pas envie, en fait, hein. Moi, j'ai envie que le plus de monde puisse créer, puisse, vivre, du jeu de rôle ou en tout cas, expérimenter le jeu de rôle et cetera, et que tout le monde puisse s'y sentir, à l'aise et le bienvenu, en fait, et représenté. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné et c'est vrai qu'on le voit, hein, par exemple, le nombre de podcasts, enfin pas de podcasts, même d'actual play, hein, tu parlais tout à l'heure d'actual play. Le nombre d'actual play où tu vois des personnes racisées ou, queer, ah bah, elles sont pas nombreuses. oui, ça c'est vrai que... Ouais. Mais après, est-ce que tu penses pas que ces gens-là, je saurais pas... Ouais, non. Ils ont peur de s'intégrer ou est-ce que tu vois une fois dedans, tu penses que... Bah, le jeu de rôle, hem, en fait, c'est pas une pour moi, c'est pas une peur, hein. C'est une question de se sentir, safe, de se sentir, en fait, inclus ou pas dedans. Et aujourd'hui, on a une problématique globale, hein, qui s'étend pas que au jeu de rôle, mais à notre société. On a une culture du viol qui est très présente. On a un boys club, qui est vraiment, omniprésent dans, énormément d'activités, dont le jeu de rôle. Le jeu de rôle, globalement, est représenté par des hommes blancs, cis, valides, qui sont, vraiment en mode, bah, le jeu de rôle, c'est ça, c'est nous, c'est machin, et puis, en fait, on va vous dire: «Tu un bon queer, t'es pas un bon queer» et cetera, on va t'inclure ou pas dans notre jeu. Et donc pour moi, ben, ouais, ça va déjà passer par inclure les gens dans les parties et qu'elles se sentent, acceptées comme elles sont et cetera, sans qu'il y ait de jugement.
Et ensuite aussi par des jeux et de plus en plus, il y a des questions dans ce sens-là qui se fait, hein, genre, Paizo, même, DND CMI à la fin, hein, sur les questions de race, de plus dire les termes race parce qu'en fait, c'est quand même rattaché à des mouvements scientifiques, à des mouvements sociologiques et cetera, très problématiques. Et aujourd'hui, quand on parle de race, on sait très bien qu'on parle de suprématie blanc, on va parler de ces idées-là et cetera. Et même si c'est de la fantaisie, et ben, parler par exemple, d'ascendant, parler d'héritage, de lignée et cetera, c'est des termes qui rentrent de plus en plus de toute façon dans le vocabulaire, des différents jeux et qui sont beaucoup plus inclusifs et qui écartent en fait déjà des questions racistes, des questions, raciales quoi. Et aussi surtout, pour moi, il va y avoir aussi des enjeux forts et ça c'est fait de plus en plus dans les jeux du GOAD, mais entre autres, il y en a d'autres, hein. Des questions de sécurité émotionnelle, de mettre en place des métatechniques comme la X-Card, comme du coup le fait de pouvoir l'open door policy, donc c'est-à-dire se lever de la table quand on a besoin de pouvoir s'écarter un peu du jeu, etc. Donc en virtuel, juste notifier, on n'est pas là, quelques instants, reprendre du son pour soi. Et toutes ces techniques, que ce soit donc là, moi je parle sécurité émotionnelle parce qu'on va vivre des choses très fortes en jeu de rôle. Parfois, il y a des jeux de rôle comme Cult, comme bah, le WoD, j'en parlais là, et autres. Mais en fait, dans Donge, c'est pareil, hein. Il peut y avoir des scènes, il peut y avoir des thématiques très fortes, très, très lourdes, qui ont besoin d'être pris avec du sérieux, qui ont besoin d'être pris avec du recul, et aussi une certaine forme de pédagogie sur certaines thématiques qu'on ne peut pas traiter du racisme, on ne peut pas traiter du sexisme, comme on traiterait en fait, enfin, ou des massacres, comme on traiterait de n'importe quoi de manière triviale, quoi. Euh, pour autant, le jeu de rôle ne deviendra pas quelque chose de forcément sérieux, de forcément avec des enjeux politiques, etc. forts. Ça, les gens ont du mal à l'entendre. Le jeu de rôle, c'est politique. La politique, c'est les gens. De manière où vous parlez avec d'autres personnes autour d'une table à créer une fiction, c'est de la politique, que vous le voyez ou non, parce que vous créez bah, des schémas, vous créez des choses, il y a des histoires, etc., qui vont se créer. Et donc, du coup, pour moi, ça va être passé par l'information des gens, comme je parlais de méthodes techniques tout à l'heure, mais voilà, de la pédagogie, etc., de pouvoir traiter toujours de ces sujets, mais de manière plus juste, plus inclusive, pour que tout le monde puisse se sentir bien et à l'aise dans le milieu. Ouais, parce que moi, ça a été. Enfin, cette inclusivité, moi, je l'ai ultra bien vécue, mais je sais que certains, c'est pas qu'ils la rejettent, mais ils en ont peur, tu vois. Parce qu'il y en a, et pour eux, c'est tellement soudain et ils comprennent pas, en fait. Alors que t'en as qui combattent justement, vraiment, avec virulence, quoi, ce côté-là, et c'est là où il y a deux pensées qui s'opposent, quoi. Et comme tu dis, c'est politique, quoi. Mais, Bah, c'est et c'est comment le jeu de rôle accompagne ça en douceur et avec bienveillance, et comment certains se servent du jeu de rôle pour en faire un combat politique, quoi. Et mm, c'est extrêmement difficile de. Enfin, je sais pas. Pour moi, les réseaux sociaux, tu peux pas forcément qu'utiliser que ça pour véhiculer un message positif, quoi. Et ouais, je ouais. sais pas si le jeu de rôle à lui seul peut servir à ça. Donc en fait, c'est quelque chose à méditer, à réfléchir, mais ouais, comment. Parce que ouais, pour moi, il évolue de lui-même le jeu de rôle. Donc après, est-ce que tu penses que en tant que média, il peut servir à lui-même pour faire évoluer les consciences et les mœurs, ou pas en fait? Comment tu te sens toi par rapport à ça? Euh, je vais te retourner un peu la question dans le sens où est-ce que tu as entendu pas mal, est-ce que tu as entendu des interviews, tu sais, de gros cinéastes et autres qui de plus en plus ils parlent de jeux de rôle. Ouais, de temps en temps, oui. Voilà. Et donc du coup, le jeu de rôle, c'est peut-être pas la finalité de la chose, mais c'est peut-être, je dis attention,
peut-être avec des grandes guillemets, hein, c'est peut-être la base en fait de pas mal de créations et c'est peut-être la base de de réflexion de personnes en fait créatifs. Aujourd'hui, le jeu de rôle de moins en moins, il y a des acteurs, des actrices, des justement, bah, voilà, des même des développeurs, pardon, des développeurs ou du coup des producteurs, productrices, qui parlent de jeux de rôle en disant: «Ouais, moi j'ai joué au jeu de rôle, machin, j'aime le jeu de rôle» et cetera. Ça se trouve, ils en ont fait, beaucoup dans leur vie, ça se trouve, ils en font encore, heu et ils ont pas forcément le temps aujourd'hui d'en faire parce qu'ils ont d'autres choses à faire, un métier qui leur permet pas. Mais je pense que ça a façonné énormément de choses pour eux aujourd'hui. Et donc du coup, bah, en fait, c'est peut-être une petite graine, heu et peut-être que chez certaines personnes, ça va, tu vois, pousser à des vocations qu'on n'aurait pas soupçonné de faire et elles sont, créatifs aujourd'hui, elles partagent, certaines choses et cetera parce que, bah, en fait, c'est le jeu de rôle qui leur a transmis ça. Maintenant, voilà, c'est des grandes questions un peu de sociaux, hein. C'est à quel point les médiums, vont te rendre plus comme ça ou plus comme ça. À mon sens et de ce que j'en ai pu observer à droite à gauche et de ce que j'ai pu, aussi écouter via podcast, vidéos et autres, si tu laisses la place à des réacs fachos, et cetera qui ont une vision, qui est la leur, hem, le monde va bouger autour de ce prisme. Mais si en fait, au fur et à mesure, tu fais en sorte que, bah, en fait, le jeu de rôle, pour moi, il a changé, mais il a toujours été. C'est-à-dire un lieu où des gens ostracisés, heu, des gens qui ont été voilà, enfin, qui ont été les nerds, après bon, le terme a évolué avec geek, et autres, mais aujourd'hui, le geek est populaire. Le nerds à l'époque, était pas populaire, quoi. Et donc pour moi, c'est alors tu as une partie des gens qui se sont fait bully plus jeunes et qui maintenant prennent un peu, tu vois, pas leur revanche, mais ouais, c'est est-ce qu'en fait, ils ont pas envie de partager le gâteau, tu vois? Et donc du coup, c'est mais ouais, en fait, quand tu étais plus jeune, peut-être que tu le savais pas, mais tu avais des personnes qui étaient gays, tu avais des personnes qui étaient, trans, mais en fait, elles pouvaient pas faire de transition parce qu'en fait, à l'époque, tu avais encore plus de dangers de mort, et aujourd'hui, il y en a encore énormément de dangers de mort, mais les mœurs ont évolué et cetera et c'est juste qu'en fait, il y a une libération de la parole et pour moi, le jeu de rôle reste comme il a été toujours été, c'est-à-dire un endroit où tu crées et cetera. Et donc de faire en sorte que cet endroit soit plus inclusif, plus ouvert à tous, comme je le dis, enfin comme je l'ai dit et du coup je le redis, c'est vraiment ça sera juste un endroit où plus de gens encore pourront s'exprimer et ça pourra faire passer encore plus d'idées. Et qu'on se le dise, hein, il y a eu des jeux extrêmement réac et extrêmement, racistes et cetera, mais dans leur écriture. Je parle pas juste des personnes derrière, non, non, dans leur écriture et cetera. C'était plus donc, bah, des Américains parce que, bah, forcément, il y a plus de trucs qui ont été faits. Mais pour autant, en France, je suis sûr que tu cherches un peu, tu en trouveras aussi, hein. Je sais qu'il y a eu un drama sur Heu, une campagne Héros et Dragons, je crois, je sais plus, ou Chroniques oubliées, ouais, 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 c'est ça, qui ouais, je crois était bien, ouais. ultra Ouais, apologie du viol, tout ça. Bon, bref, voilà quoi. ouais, c'est ça, des choses, bah, on n'est pas très enfin, moi, je suis pas très contente que ça sorte, quoi. Bah oui, Et pour moi, c'est ça une devrait fois même de pas plus, sortir, hein, mais, c'est ça, une fois de plus, bah, en fait, il serait peut-être temps à avoir, de la diversité dans ceux qui écrivent les jeux, dans ceux qui les conçoivent et cetera et de manière, pas juste indé et pas juste minoritaire. Parce qu'effectivement, si on continue à cultiver ça, dans la tête des gens, ça va continuer à être ça et que ce soit les jeux vidéo, les films, les séries et cetera. Heu, le jeu de rôle reste un médium «jeune» entre parenthèses, parce qu'il a genre 40 ans. Et pour autant, quand on observe un peu nos cousins, que ce soit les séries ou que ce soit les jeux vidéo, eux, ils ont eu le Gamergate. On sait que, par exemple, eh ben, une série, un film, elle est pas la même quand elle est tournée par une femme, parce qu'il y a quand même un regard différent. Et donc, il y a ce phénomène de male gaze, donc de regard d'un homme, qui est lui façonné bah, par la société qui va l'entourer, et qui est une société patriarcale,
avec tout ce qui s'ensuit, quoi, avec tout ce qu'il y a. Mais je trouve que le combat est extrêmement dur en France parce que déjà on s'interroge tellement sur la forme que alors que voilà, Mmh. c'est Ouais, je suis d'accord, ouais. Mais c'est vraiment pas ça facile parce tu vois, que on fait de l'écriture inclusive, les gens commencent déjà mmh, à dire: «Ouh là, ouh là», mais oui, oui, c'est oui, ce qui rien, se fait, ouais. c'est rien, c'est normal, enfin je sais pas, Et c'est bah, eux, les ricains, c'est vrai, enfin les ricains, les anglophones ont pas ce problème-là heu, parce qu'ils ont une langue qui peut être, mis au neutre. Nous, on n'a pas. Donc nous, on a une langue qui est de base, contre le féminin et donc du coup, bah, c'est vrai que ouais, enfin, faut bien trouver quelque chose, hein. L'écriture inclusive, c'est peut-être pas la bonne réponse, mais c'est la réponse aujourd'hui qu'on a. Du coup, bah, faut bien trouver les choses. Moi, personnellement, l'écriture inclusive, je trouve que c'est pas une mauvaise chose. Je suis dyslexique et j'arrive à la lire. Je sais qu'il y a d'autres dyslexiques qui ont du mal à pouvoir la lire. Maintenant aussi, on peut faire, tout simplement, mettre plus en avant le féminin dans les mots, et que ça continue à avoir du sens. Enfin voilà, il y a plein de manières et comme tu dis, il y a tellement de levées de boucliers. Alors, c'est peut-être une minorité en fait qui en parle, parce qu'une fois de plus, là, par lesquels on voit ça, les réseaux sociaux. Mais si on continue pas, on aura perdu le combat à un moment donné. On aura perdu cette avancée pour moi dans le jeu de rôle qui est important de pouvoir mettre plus d'illustrations pareil. En fait, quitter l'ère du jeu de rôle où les illustrations en couverture étaient des femmes à poil ou topless ou hypersexualisées ou des dragons. Voilà. Et t'as deux choix. ouais, non, mais il y a plein de pistes de réflexion, mais c'est vrai que quand déjà on s'arrête juste à l'écriture inclusive, tu là: «Bon, bah, bon, le combat va être long, Ça va être compliqué. ça va être compliqué, long, tout ce que tu veux». Ouais, 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 ouais. On est d'accord. enfin, je sais pas, tu vois, il y a un jeu de rôle qui a fait ça de manière très subtile et personne n'a gueulé alors que c'est extrêmement bien, c'est Alien. Hmm. Tu vois Ouais. le maître de jeu ou la maître de jeu, bah, elle Hmm, s'appelle hmm, Mother, hmm. tu vois? Les gens disent: «Ah génial, ça respecte le jeu et tout», mais non, en fait, c'est parce que voilà, ça veut être inclusif aussi, quoi. Tout en Ouais, respectant clairement, ouais. l'univers et personne n'a rien à Hmm, redire, hmm, quoi. hmm, hmm. Et quand tu parles juste d'écriture inclusive dans la communauté francophone, des fois on te jette des bâtons, quoi. Enfin, Bah, ça, tu vois, en fait, c'est très clivant et puis c'est ouais. très, comment dire ça? Tu auras tout de suite une étiquette. Tu auras tout de suite une étiquette, quoi. Mm. Bah ouais, mais je trouve ça dommage de cataloguer, pardon. Enfin bon, Mmh, 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 mmh. on peut en parler pendant des Non, heures, mais c'est. oui, je pense, ouais. Est-ce que tu vois autre chose, toi, pour faire un peu changer le Hem, média, ou la pratique en tout cas? hem, ouais, en restant un peu sur la thématique de l'inclusivité, en fait, je vais dire que ça va être de réellement passer sur des livres de règles et un peu arrêter de faire des romans de gare ou des pavés en fait de texte en double colonne, triple colonne, écrits en 10, 12, en 10, en 9 même des fois, pixels de haut. Et de commencer à avoir des livres en fait de règles comme on peut avoir dans le jeu de société ou autre en fait, hein. Enfin, ou en jeu vidéo, etc., avec des tutos. Donc passer par de la vidéo, passer par des schémas, passer par des textes plus épurés, des mots plus courts en fait, et globalement des livres plus courts. Arrêter d'avoir ce format de 400 pages euh, pour expliquer des règles, un lore, tout ça quoi. Bah oui, mais tu comprends, il faut des règles si tu te noies, si tu es, Ouais, tu vois, ouais, ouais, ouais. si tu marches dans du Voire même sable, voilà, c'est. ah bah bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Un
un auteur que j'aime beaucoup, de jeux de rôle. C'est celui qui a écrit, Mothership et Mothership, c'est, du Alien. Voilà, c'est vraiment Alien, l'univers, dans ce dans ce délire-là, de l'horreur, C'est de dans l'Alien l'espace et OSR, je dirais. cetera. Voilà, c'est ça, c'est de l'Alien OSR. Et en fait, lui, il expliquait, par exemple, qu'il a pas mis de règles pour, se cacher. Parce qu'en fait, il dit qu'il y a pas à avoir de règles pour se cacher, dans le sens où c'est naturel que les personnages puissent se cacher à tout moment, pour survivre. Et donc c'est assez marrant de se poser la question de qu'est-ce que les absences de règles ou le ou le fait qu'il y ait des règles, en fait, qu'est-ce que ça va apporter? Et pour lui, les règles, elles étaient vraiment là pour résoudre des problèmes abstraits qu'on avait envie de régler de manière, peut-être plus rapide, heu, que de d'écrire comment on va se cacher et cetera. Qu'est-ce qu'on va faire pour se cacher, et sans qu'il y ait des maths, en fait, pour résoudre ça. Parce que les maths, pour lui et pour, en fait, énormément de game designers, quand tu les écoutes, c'est, c'est une façon de dire: «Je laisse les dés, choisir», et en fait, ça rend abstrait la gestion. Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, ouais. Mais ouais, c'est. Après, c'est encore un autre grand combat à mener, ça. De faire des Ouais, règles c'est sûr. plus simples, plus simplifiées, plus synthétiques. Mmh, 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 Enfin, mmh. je vois pas des éditeurs sortir des livres de règles, enfin des livres de base, version, tu sais, un peu boîte d'initiation. Enfin, je sais pas. Ah, il y en mais ça Quoi que ça ça, peut par se contre, faire, oui, je pense, ouais. l'initiation, c'est vrai que c'est un truc qui se fait de plus en plus, et qui s'est vu, bah, pour Alien, là, tu en as parlé, hein. Il y a eu Edge qui en a fait beaucoup avec les traductions des jeux FFG, L5R, Star Wars. Tu as eu, bah, pareil, Arcane qui a traduit donc toutes les Tales from the Loop, Tales from the Flood. Heu et tu as eu d'autres jeux comme ça, hein, qui ont beaucoup, beaucoup sorti de boîtes, même BBE, avec ses Chroniques Zoulier, heu, sans passer, beaucoup, beaucoup par la boîte d'initiation. Oui, mais tu vois, ne sortir qu'un un vrai jeu de rôle, livre de base, en format boîte d'initiation, j'y crois moyen, Mmh, quoi. oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, je crois que tu as eu Destar, qui marchait un peu sur les plates-bancs, jeux de plateau, dans son format, mais au final, c'est du jeu de rôle, quoi. Enfin, j'ai jeu de plateau, mais je crois que c'est surtout parce que l'éditeur, c'était, j'ai perdu le nom. Mais par contre, oui, c'était sous format boîte, ouais. Ouais. Mais c'est des exceptions. Bah, moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut être intéressant. C'est au moins de tenter Ouais, l'expérience, ouais. je trouve que c'est cool, quoi. Mmh mh. Parce que je t'avoue que moi, j'ai le livre de Mmh. base de Starfinder, il fait 500 pages. J'étais là, ouais. Mmh. Bon, voilà, quoi. On peut faire plus Ouais, résumé c'est quand ça. même. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bah écoute, est-ce qu'on a fait le tour pour toi ou est-ce que tu. Ouais, je pense que là, sur cette question-là, effectivement, Hmm. on a fait le tour. Bah écoute, on arrive à la fin de l'entretien. On va passer au coup de cœur et au coup de gueule de l'invité. Bah, tout d'abord, est-ce que tu en as? Parce que Est-ce que j'ai des coups de gueule, coups de cœur? ça peut être jeu de rôle, bouquin, peu importe. Ouais, 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 ouais. T t t t réfléchis. Ouais, mais on a si, en coup de cœur, on va avoir on a eu la sortie de quelques petits trucs qui étaient bien sympas. Hem, alors moi, ça va être principalement, effectivement, en anglais. Heu, Sweaver, qui est sorti, donc les mêmes boîtes d'édition qui avait fait Troïka, donc qui est un des jeux d'ailleurs, Troïka, qui a été traduit en français. Sweaver, c'est un jeu qui permet de jouer une espèce de Londres, Renaissance, où en fait on joue
des voleurs coupe-gorge, coupeurs de bourse et autres, qui doivent survivre donc dans cette ville, essayer de monter un peu les échelons, bah, des bas quartiers, pouvoir s'installer, avoir leur petit QG, et cetera. On va avoir un peu des similarités, sur le qu'est-ce qu'on y joue avec, Blade in the Dark. Mais ici, on est beaucoup plus dans une mouvance, OSR, enfin règle OSR, où on peut perdre, très, très facilement son personnage et le jeu, voilà, et le jeu pareil, il y a pas de règle d'infiltration, pas de règle pour crocheter une porte et autres parce qu'en vrai, on va plus se pencher sur, comment est-ce que tu revends ce que tu vas réussir à voler? Est-ce que tu vas réussir à échapper aux enquêtes de police qui peuvent te traîner derrière toi, et cetera. Voilà. Heu, voilà, ça va être dans les jeux assez récents effectivement que j'ai pu baquer, qui ont porté mon attention. Hem, En coup de cœur, sinon, ouais, il y a, du coup, je t'en ai déjà parlé un petit peu, c'est Nimble. Nimble, en fait, il y a déjà eu une première version qui avait été faite, et là, on rentre complètement dans les règles maison, Donjons& et Dragons. Et là, il y a une deuxième version qui vient de voir le jour et qui est encore en bêta et qui se détache beaucoup plus, en fait, de Donge 5e édition. Et donc, il y a une vague avec Nimble, entre autres, hein, il y en a un paquet. Il y a un paquet de jeux, en fait, qui sortent pour faire leur fantasy, un peu vanille ou un peu particulière. Et j'ai l'impression que c'est un peu, voilà, un nouveau truc qui se fait de plus en plus, que ce soit des éditeurs indés ou, des plus gros éditeurs, en fait, hein, qui l'ont fait suite au débâcle qu'il y avait eu avec l'OGL. Mais là, du coup, c'est suivi un peu plus par les indés avec, pas mal de jeux qui se tiennent, finalement, en 100 pages autour de comment faire du dungeon crawl et de la fantasy, fantasy vanille. Voilà. Est-ce que tu as des coups de gueule? Pas particulièrement, non. Pas particulièrement autour du jeu de rôle. Si, quand même, il y a eu quelques nouvelles, mais bon, j'ai envie de dire, c'est tiré quasiment sur l'ambiance, quoi. Donjons et Dragons qui a annoncé, là j'ai vu ça passer aujourd'hui d'ailleurs, qui a annoncé avoir déjà utilisé des IA dans leurs livres, et qui compte bien utiliser des IA dans leur prochaine production. Voilà. Bon bah super, non, C'est ça. c'est pas cool. Ouais. Je sais Euh, pas, c'est pas comme s'ils avaient pas l'argent pour engager des gens compétents, quoi. ah, Mais bah, bon, bon. toujours économie, 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 hein. Ouais, ouais. Autre petit coup de gueule, pareil, malheureusement, là, ça a retombé sur Donge, hein, mais c'est le fait que ils ont retiré les objets magiques sorts de Donjons Dragon 5e édition 2014, euh, pour ne laisser plus que la version 2024 là, qui sort à disposition sur du coup, D&D Beyond. Euh, et donc, du coup, si vous aviez ça, maintenant, a priori, vous n'avez plus le droit de les avoir. Voilà. Donc, une fois de plus, hein, un peu un coup de gueule qui fait un peu parallèle aussi avec le jeu vidéo. En fait, de plus en plus, on a des jeux qui vont disparaître parce que les serveurs ferment, parce que les ayants droit sur des musiques, sur des trucs disparaissent, enfin, ou arrivent à terme et donc, du coup, font que les jeux ne soient plus accessibles. Et donc, je pense qu'il y a de plus en plus un besoin de se réapproprier, de réavoir les choses. Et donc, on va me dire, mais oui, mais Yuki, du coup, en physique, on les a et puis on peut pas me les retirer. Alors oui, c'est sûr, mais ça résout pas tout. Heu, Avoir les CD chez vous, de jeux, ne résolvera pas le fait qu'à un moment donné, par exemple, si les serveurs ferment, ils ferment. Voilà. Donc, pour moi, c'est plus d'autres questions qui doivent être posées. Et je sais aussi qu'ils ont enlevé l'option, parce que c'était une option bien pratique pour les gens qui jouaient, de pouvoir acheter une classe dans un bouquin, de pouvoir acheter, du coup,
tout un sort, et cetera, enfin toute une branche de sort aussi, mais en fait tout un en fait on pouvait acheter, au lieu d'acheter tout le PDF, on pouvait acheter des morceaux du PDF et c'était pas 20 €, c'était 2 €, et cetera. Et donc du coup, oui, certes, c'est des micros, ça fait des micros, comment on appelle ça? Des microtransactions, mais bah, pour le coup, là, ça faisait de la bonne microtransaction dans le sens où, si tu avais envie vraiment de vouloir avoir ça, bah, tu pouvais te l'acheter et juste ça. Et on n'est pas sur le même prix qu'une microtransaction aujourd'hui que Blizzard peut avoir ou Riot avec 20 € le skin de personnage, quoi. Donc, c'était déjà beaucoup plus accessible. Voilà. Bah écoute, c'est bien noté que nous allons boycotter Wizard of the Coast. Non, mais c'est vrai que ça part un peu n'importe comment leur histoire là. Ouais, c'est un peu compliqué, hein. C'est un peu compliqué. Ouais. Bah écoute, ceci conclut la fin de notre entretien. C'était super cool, j'ai appris plein de choses. C'était super intéressant, donc Merci à toi. merci à toi d'être venu. Merci. Et puis, bah, on se dit à une prochaine, hein, si à un moment donné, le projet évolue, et cetera, et que tu souhaites me réinviter, ça sera avec grand plaisir. Bah, une fois que tu auras fini le GN, ouais, pourquoi pas, ouais, faire un débrief ensemble, c'est toujours intéressant. Si ça te Avec va, ouais. grand plaisir. Ouais. Ouais. Eh ben écoute, Yukiko, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah déjà un bon GN, une bonne organisation, que tout se passe bien. De continuer, ouais. Ouais, et puis bah écoute, ouais, viens sur Blue Sky. Non mais bref, voilà. Merci beaucoup pour ta venue dans l'entretien, et puis on se recontacte pour d'autres projets à venir ou pas. Voilà. Bah merci à Allez, toi. Bonne journée. merci. Bonne journée.